Un, deux, ok. Bonsoir à toutes et tous. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Alors tout d'abord, on voudrait vous remercier pour votre présence. On est très très émus parce que c'est une première pour notre association, les Shifters Belgium, aujourd'hui. C'est la première fois qu'on organise un festival de cinéma, un festival ciné-débat. Et je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont permis que cet événement s'organise. Donc en premier, évidemment, notre partenaire, le Cinéma Galerie. Merci à eux de nous prêter cette magnifique salle. Le distributeur aussi, Brothers, sans qui on n'aurait pas les films. Évidemment, notre association mère en France qui nous a beaucoup aidé pour la préparation et l'organisation de ce festival. Évidemment, on voudrait aussi remercier les invités que vous allez entendre plus tard pour la table ronde. On espère que leurs témoignages, leurs expériences et leurs réflexions vous éclaireront sur les enjeux qui nous attendent collectivement et sur lesquels on s'interroge. Enfin, je voudrais remercier le CA des Shifters Belgium qui nous a fait confiance pour ce projet. Et puis, bien sûr, toute l'équipe de bénévoles des Shifters qui sont là ce soir, qui nous aident à rendre ce festival agréable et fluide. Et donc, merci à tous. Et je vais laisser la parole à Thomas pour vous présenter un tout petit peu notre association. Et avant de présenter l'association, je vais remercier Cécile, qui souvent quand on prend la parole on ne se remercie pas, mais c'est elle qui a vraiment porté tout ça aux côtés de Maria et Dominique, donc bravo à elle. Alors l'association de Shifters Belgium, c'est une jeune association qui existe depuis un peu plus de 2 ans, de plus ou moins 200 bénévoles, et qui a pour mission de décarboner l'économie belge. Alors décarboner l'économie belge, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour certains. En gros, on travaille sur les enjeux climatiques et énergétiques et on travaille sur différentes thématiques. On travaille sur la mobilité, sur la santé, le numérique, l'éducation, l'énergie ou encore l'urbanisme. Et qu'est-ce qu'on fait à travers ces thématiques? On fait 2 choses principalement. On fait du plaidoyer pour influencer les décideurs et on fait de la sensibilisation, notamment avec la conférence Le Climat et moi ou avec des soirées comme ce soir à laquelle vous êtes invités. Si vous avez des questions, je vois que le son évolue. Si vous avez des questions sur les shifters, il y a un stand à la sortie du festival, donc au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à venir nous trouver, on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Et je rends la parole à Cécile pour la suite. Merci. La thématique du festival cette année, c'est la justice climatique et sociale. Ça tenait grandement à cœur à l'association de porter en fait ces idées-là suite à la publication du 6e rapport du GIEC. On pense que c'était une thématique qu'il était importante d'apporter sur le débat collectif parce qu'aujourd'hui on commence à entendre beaucoup parler du climat mais pas toujours de justice. Et donc le film qu'on va vous présenter ce soir, donc qui est le film En guerre, va interroger justement la question de la place de l'emploi, de la transition des emplois, pour ne laisser personne au bord de la route. Et donc on espère que à travers un format qui est pas forcément celui auquel on est habitué au sein de notre association, qui utilise les imaginaires, qui utilise les récits, qu'on arrivera à vous aider, vous aussi, à vous projeter dans un avenir souhaitable et enviable. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne projection. La violence n'a pas de langage, disait le poète Gilbert Larocque. Suite à cette projection, je pense que vous êtes certainement tous dans un état émotionnel avancé, fragile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis senti quand j'ai regardé tout seul dans ma chambre ce film. Et ce soir, j'ai la dure tâche de vous ramener du côté du monde rationnel, de ramener vos cerveaux à penser le rationnel. Et c'est pour ça que je vous propose de participer à une petite activité pour partager nos émotions. Et donc je vais vous proposer de vous lever.
Levez-vous si vous ressentez de l'indignation ou de la colère. Indignation ou colère. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Levez-vous si vous sentez du découragement. Il y a plein d'espoir dans la salle, c'est chouette. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Levez-vous si vous sentez de l'impuissance. Merci, super, vous pouvez vous rasseoir. Et enfin, je vais vous demander si vous sentez au fond de vous, là, un peu de tristesse de vous lever. Ouh. Ok, merci, c'est gentil. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Il nous semblait important dans le festival de Projection Transition de vous montrer que vous n'êtes pas seul avec vos sentiments et que ce sentiment, il serve, première chose, à faire société, comme on fait ce soir, et merci d'être là pour ça, mais ils servent aussi au partage. Et puis nous, on espère qu'ils servent à l'action face aux situations qu'on peut vivre. Et parfois, les émotions sont aussi très fortes ou trop fortes, et c'est difficile de partir, enfin de les garder. Et donc, on sait que là, on va passer à un débat plus rationnel, on va parler pendant longtemps. Donc, si c'est trop fort, n'hésitez vraiment pas à sortir, à partir de la salle, et puis on discutera plus tard. Moi, je suis Quentin Lancrenon. J'ai le bonheur et le plaisir de co-coordonner l'association des shifters en Belgique. Et puis, je vais animer ce soir cette table ronde dont on va parler jusqu'à peu près 21h30. Et puis ensuite, on vous libérera. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que le récit qu'on vient de voir ici avec Anger est un récit probable et certainement possible. Mais ce n'est pas le seul récit. Et c'est bien parce qu'il en existe d'autres, des récits que nous voulions, au sein de l'association des shifters, poser la question de l'emploi, poser la question de la transition sociale au sein de la trajectoire de décarbonation qu'on espère positive et possible en 2050. Pour ceux qui ne le savent pas, l'emploi est au cœur des travaux du plan de transformation de l'économie française, qui sont des travaux développés par le Shift Project, qui est pour nous, les shifters, le référentiel un peu, qui nous permet de rêver à une société décarbonée en 2050. Vous venez de voir le film, la question de la transition, elle n'est pas du tout présente dans le film. Mais par contre, elle peut peut-être apparaître en filigrane. Elle rappelle cette conviction autour de la justesse ou la justesse climatique et les liens étroits que celle-ci a avec la justice sociale. Dans un monde en transition, on sait que certains secteurs économiques vont être amenés à fortement décroître, ou espérons-le, et peut-être aussi à disparaître. Et que cela peut provoquer des pertes massives d'emplois, un chaos social, et un chaos social si rien n'est planifié. Doit-on collectivement décider de quelles industries vont perdurer? Jusqu'où devons-nous aider à la reconversion des travailleurs? Et enfin, quels sont les métiers dont nous avons réellement besoin? Voici les questions qui se posent en filigrane de ce film. Et pour discuter de cela, j'ai la chance d'avoir 3 panélistes ce soir, et non pas 4, puisque Bruno Dugresséa est malade ce soir, elle ne pouvait donc pas venir. Et donc je vais me rapprocher de vous. Hop, on va vous donner vos micros. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Lydie, bonsoir Jacques. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans ce lieu un peu particulier des cinémas, des galeries, en plein cœur de Bruxelles. Avant de vous introduire, je voulais vous poser une question et peut-être faire un petit tour de table. Et c'est de savoir si vous avez une émotion, un mot à partager, ou alors un court récit alternatif, éventuellement, par rapport à ce qu'on vient de voir ce soir. Donc, je ne sais pas si Lydie, par exemple, tu veux commencer. Oui, bonjour, merci en tout cas pour cette invitation. De récit alternatif, je pense que c'est un petit peu trop éprouvant de voir ce film pour tout de suite passer au récit alternatif. Disons que c'est
plus la question de la maltraitance institutionnelle qui me vient à l'esprit comme première réflexion. Et du coup, vraiment le fait de l'injustice et de l'impuissance par rapport à la situation. Merci. Emmanuel, peut-être? Parler directement d'un récit alternatif, je trouve par rapport à ce qui vient d'être présenté, c'est peut-être compliqué. Je crois qu'il faut pouvoir recontextualiser toutes les alternatives qui existent aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Par contre, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une forme de déshumanisation, avec d'un côté le marché qui s'affronte avec une réalité sociale compliquée. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un film quand même assez dur. Je dirais que Vincent Lindon a joué d'autres films tels que La Belle Verte, qui amène une autre vague d'espoir. Mais bon, voilà. Et voilà une recommandation de film à suivre pour la suite. Et Jacques? Bonsoir, merci aussi. En regardant le film, je trouvais que c'était très réaliste. Et donc, je n'ai jamais vécu de situation comme celle-là. Probablement que la fin a été quand même extrêmement choquante. Et effectivement, c'est possible. Donc, choqué, je l'ai été. Et finalement, je me suis pas. Enfin, j'étais vers l'espoir. Donc, moi, ce qui va nous arriver ne sera pas de cet acabit-là, mais c'était une bonne introduction pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ou ne pas aller. Et pour la remarque, Stéphane Brisé, donc le directeur du film, est quelqu'un qui fait très attention à son travail et s'entoure de gens qui ont vécu des situations comme celle-là. Cette situation étant très proche d'une situation réelle, ce que nous expliquait Bruno quand on a fait le call de préparation, notamment avec les usines continentales de pneus, si vous en avez déjà entendu parler. Du coup, je voudrais me tourner vers toi, Jacques, pour poser la première question. Je permets d'annoncer à la salle que je tutoie toutes ces personnes-là, puisqu'on a déjà travaillé ensemble et ça nous permettra de casser la distance. Donc Jacques, toi, tu es un ancien capitaine d'entreprise de l'entreprise Cosucra, qui est basée à Warcoing, qui faisait qui fait toujours de la production alimentaire et des protéines végétales à partir de pois et de chicorée. Tu es aussi un ancien président de l'Union Wallonne des entreprises entre 2018 et 2021, et depuis, tu es pensionné, mais tu ne prends pas ta pension à la légère non plus, puisque tu as créé un réseau de directeurs, de CEO pour la durabilité qui s'appelle 2030. Et la question que je voudrais te poser, c'est, vu de ta fenêtre, d'ancien capitaine d'entreprise, et d'une bonne compréhension du monde de l'entreprise, en Belgique aujourd'hui, comment est-ce que ces entreprises se prépare à cette transition sociale qui semble nécessaire et indispensable de la transition énergétique? Mais voilà, j'ai réfléchi à cette question, elle est très difficile parce que... Il n'y a pas de réponse simple. Et si je me raccroche, parce que je suis encore quand même un petit peu dans le film, si je me raccroche au film, ce qui ressort, c'est que l'élément de mesure des dirigeants d'entreprise reste l'euro. Et il n'y a aucune mesure, par exemple, sur... Bon, ça commence peut-être sur le carbone, mais il n'y a aucune mesure à côté sur les ressources, la limitation des ressources, l'utilisation de ces ressources. Et donc, aujourd'hui, on est encore toujours dans la culture que tout est possible. Et donc, c'était flagrant dans le film, la liberté d'entreprise, par exemple. Qu'est-ce que la liberté d'entreprise va faire vis-à-vis des contraintes qui vont fatalement arriver et probablement de la planification? Si on est un peu intelligent, il faut planifier. Et donc, comment les entrepreneurs vont se comporter vers ça, ça me semble très difficile. Mais aujourd'hui, les réflexions au sein du monde de l'entreprise sur ces questions-là, notamment la question de l'emploi, et ces potentiels changements au sein de l'économie, elles ne sont pas très mûres. Enfin, ou en tout cas... Non, on commence à un peu réaliser les limites. Donc la guerre en Ukraine a fait beaucoup, mais la Covid aussi a fait beaucoup, notamment pour son emploi propre, qu'on soit dans l'entreprise ou qu'on soit dans une association. Parce que moi, la définition d'une entreprise, je la vois beaucoup plus large que simplement... je la vois comme étant une association de gens qui ont un but
et qui veulent travailler ensemble. Donc pour moi, l'entreprise, c'est ça sa définition. C'est pas on est là pour gagner sa vie et pour gagner de l'argent. C'est une définition qui n'a plus de sens aujourd'hui, en tout cas pour moi. Sens peut-être qui, si on revient à l'origine du mot company en anglais, company, compagnon, partager le pain comme pan, qui est peut-être aussi une bonne définition à remettre au centre du débat social, ou en tout cas... merci, et du coup peut-être on passe à Lydie, Lydie Gaudier. Donc merci, bonsoir, bonjour d'être là. Tu es coordinatrice de la cellule RISE, donc c'est le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement au sein de la FGTB, donc la Fédération Générale de Travail de Belgique, hein, le second syndicat en Belgique. Cette cellule-là, elle a pour but de mettre en place une transition juste, ce sera très intéressant que tu nous détailles un petit peu ce qui est entendu par ça, de l'économie pour répondre aux défis écologiques et permettre de nouveaux emplois durables. Vos leviers au sein de RISE, c'est la formation, la sensibilisation et la concertation. Toi, tu es économiste de formation et tu travailles depuis le début de ta carrière à tous ces enjeux et ces liens entre l'économie et l'environnement et la préservation de l'environnement. Et du coup, la question que je veux te poser, et si tu peux te donner des exemples, ce serait super, c'est comment les syndicats en Belgique posent cette question de la préservation de l'emploi dans un besoin de préservation de l'environnement et de transition. Et puis finalement, y a-t-il des barrières qu'on voit émerger? Quels sont les conflits entre ces deux sujets-là? Oui, voilà. Vaste sujet encore. Je voudrais peut-être, j'avais prévu de commencer par dire que le concept de transition juste, en fait, existe depuis les années 1990. Il vient des États-Unis. Et il a été développé par un syndicat du secteur, je pense, de la chimie, dont le président était Tony Mazzocchi, et qui a proposé, donc les entreprises étaient confrontées à des problèmes sociaux et à des pertes d'activité suite à l'émergence des contraintes environnementales. Et il a proposé la création d'un fonds pour la formation des travailleurs qui perdraient leur travail pour la reconversion de ces travailleurs. Et donc ça, c'était un peu à l'origine du concept de transition juste qui a fait ensuite son chemin, a été repris par la Confédération internationale des syndicats, ensuite la Confédération européenne des syndicats, et maintenant un concept qui est devenu officiel, disons, au sein de la Commission européenne, de l'Organisation internationale du travail, et qui est repris aussi dans le préambule de l'accord de Paris. Alors, évidemment, le but de la transition juste, l'objectif, c'est comme le dit le slogan de la Confédération des syndicats, c'est « il n'y a pas d'emploi sur une planète morte ». Et ça, c'est vraiment une phrase fondamentale, à savoir que, compte tenu des enjeux, notamment climatiques et de perte de la biodiversité qu'entraîne la poursuite du modèle économique actuel, à terme, et on voit qu'on y est déjà largement confronté quand on voit la sécheresse de cet été, les inondations de l'an passé, les difficultés posées par peut-être la diminution des ressources en eau, etc. On voit très bien que le modèle ne peut pas se poursuivre indéfiniment et l'objectif, c'est de pouvoir réfléchir dans le cadre de la concertation sociale à une évolution de ce modèle vers une économie qui permette de maintenir un bien-être et des emplois pour tous, tout en réduisant l'impact de l'activité économique sur la planète, c'est-à-dire ne dépasse pas les limites écologiques de la planète et permettre ainsi au plus grand nombre et à tous de vivre correctement, d'avoir un emploi décent tout en préservant l'environnement.
Alors, je ne sais pas si je me suis un peu longue peut-être, mais c'est vrai qu'au niveau syndical, c'est quelque chose qui parfois, et on le voit dans le film, quand on est dans le court terme, quand on est confronté à une entreprise qui est proche de licencier ou c'est son personnel ou de fermer, les questions environnementales, évidemment, c'est pas ce à quoi on pense d'abord, et c'est là la difficulté, c'est qu'il y a vraiment des urgences de court terme qui prennent bien souvent le pas sur les questions environnementales, qui sont des questions qui demandent un temps long au niveau de la réflexion, mais voilà, maintenant le temps presse quand même de plus en plus. Et ça, c'est une des barrières que tu identifies au sein des syndicats ici en Belgique pour traiter ces questions de mise en place de cette transition juste? C'est clair que quand il y a des opportunités de création d'emplois, bien souvent, ces opportunités prennent le pas sur les questions environnementales, parce que les questions environnementales, c'est un peu comme la cigarette. On se dit bien qu'on risque d'avoir un cancer du poumon, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément certain. Donc, on voit l'intérêt à court terme, bien que les emplois ne soient pas nocifs, même à court terme. La comparaison n'est pas tout à fait juste, mais ça reste une probabilité. Ça reste quelque chose de relativement abstrait. Les limites de la planète, alors que de pouvoir faire vivre des familles, des gens qu'on connaît, de pouvoir éviter des catastrophes sociales, c'est quelque chose qui est forcément de premier ordre par rapport à l'environnement. Ce conflit entre préservation économique et puis préservation environnementale, on parlait tantôt, et tu ne voulais pas vraiment en parler, mais je pense que c'est peut-être le moment de l'introduire, un exemple concret, notamment sur cette question économique versus environnementale avec ce qui se passe à Liège. Alors je sais que c'est plus les travaux de Bruno qui devaient nous rejoindre ce soir, mais est-ce que tu veux juste mentionner un petit peu de tout ce que tu sais sur ce sujet sans parler complètement des travaux de Bruno? J'ai pas suivi très, très bien ce dossier, mais il est clair que pour l'instant, il y a question du permis d'environnement pour l'extension de l'aéroport de Liège Airport d'ici 2043, je pense. Et donc, ce développement permettra de créer, d'après le business plan, 7000 emplois directs et indirects dans la région. Et donc, Liège se voit comme une sorte de centre pour la logistique au niveau européen. Et quand on voit la situation pas toujours très bonne de la région wallonne sur le plan économique, c'est vraiment un enjeu important. Et donc c'est vrai que malgré que effectivement cette extension de l'aéroport de Liège, selon les environnementalistes, moi j'ai pas vérifié ces chiffres, réduit à néant les efforts qui ont été faits par la région wallonne entre 2013 et 2018 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc l'augmentation du trafic aérien pendant la même période est équivalente aux efforts qui auraient été faits au niveau de la région wallonne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Seulement, les émissions du trafic aérien ne sont pas comptabilisées au niveau des émissions territoriales de la Belgique ou de la Wallonie. Et donc, effectivement, on ne s'en rend pas compte directement. Mais là, c'est vrai que au niveau syndical, il y a quand même... voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des emplois en jeu, il y a un développement régional en jeu, et à côté de ça, il y a peut-être les contraintes environnementales, sachant qu'un des arguments qui est mis en évidence et qui est juste, c'est que si cet aéroport et ce développement logistique ne se fait pas à Liège, il se fera peut-être aux Pays-Bas ou en Allemagne ou je ne sais pas où. Et donc, de toute manière, ces émissions, elles vont quand même être faites. Et donc, tant qu'à faire, autant que ce soit à Liège, en créant de l'emploi en Wallonie. Donc, c'est compliqué, toutes ces questions. Sans aucun doute.
Merci beaucoup Lydie. Moi je voulais me tourner vers toi maintenant Emmanuel peut-être et te présenter. Donc tu es facilitateur de transition d'entreprise et d'institutions, notamment à travers plusieurs travaux et missions que tu as pu réaliser. Tu as coordonné la Task Force Environnement de Get Up Wallonia. Get Up Wallonia, c'était une grande consultation citoyenne en Wallonie qui a eu lieu en 2020 pour construire la Wallonie ensemble après la crise de la Covid. Tu as aussi écrit le rapport de la résolution parlementaire en économie circulaire qui a été votée à l'unanimité au Parlement de Wallonie. Et plus récemment, tu es facilitateur de la stratégie régionale bruxelloise de transition, la Shifting Economy, qui porte d'ailleurs le nom d'un livre que tu avais écrit avec un collègue et publié en 2017. Surprise, oh surprise. Selon toi et tes expériences institutionnelles, notamment à travers ça, Shifting Economy, Get Up Wallonia, et puis ce rapport sur l'économie circulaire, puis à travers ta participation aussi au débat parlementaire, on se posait la question, les pouvoirs publics, dont on voit le rôle dans le film En guerre, prennent-ils la pleine mesure des situations potentielles vers lesquelles on court et travaille-t-il déjà sur l'émergence de nouveaux modèles ou sur la reconversion des acteurs plus émissifs? Merci déjà pour l'invitation. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le marché a pris quand même une place extrêmement importante. Et on voit bien toute une série de réglementations. Ce sont plutôt des réglementations qui vont soutenir finalement certaines grandes entreprises en mettant des barrières à l'entrée, alors avec des normes d'hygiène, de sécurité, etc., mais ne favorisent pas forcément le tissu des PME qu'on a ici en Belgique en termes d'innovation. Et donc je pense que pour le monde politique, c'est parfois très compliqué aussi de se retrouver dans ces dimensions, avec des multinationales qui pèsent parfois plus lourd qu'un État. Maintenant, ce qu'on peut observer en Belgique, c'est des initiatives, notamment telles que Shifting Economy en région Bruxelles-Capitale, qui visent justement une approche systémique, c'est-à-dire de relier les différents enjeux plutôt que de les cloisonner, et donc d'essayer de relier des enjeux environnementaux, économiques, sociaux, au travers d'une même stratégie et d'un même plan, aussi au travers de différentes institutions qui se parlent, qui collaborent ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé, et donc qui travaillent ensemble à ces transitions économiques. Et donc je trouve qu'il y a des initiatives assez intéressantes qui se mettent en place. Maintenant, après, il faut certainement aller encore plus loin. Si on prend typiquement Shifting Economy, il y a des choses fabuleuses qui sont mises en place, comme par exemple le fait d'avoir des critères auxquels les entreprises vont devoir répondre demain pour pouvoir continuer de bénéficier d'un accompagnement, d'un hébergement, d'un financement, d'aide, etc. Et donc c'est super. Mais peut-être qu'on doit aussi se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire de préparer cette désinnovation ou cette exnovation des secteurs qui sont les plus émissifs, les plus nocifs, pas uniquement pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions sociales et économiques, en se disant que des entreprises qui aujourd'hui ont des actifs toxiques vont demain devenir des actifs échoués, et donc autant anticiper la reconversion. Mais je pense que cette question-là, c'est une question extrêmement difficile, parce que tant pour les travailleurs, arriver à réapprendre, à s'adapter à un changement de métier, et puis également pour l'entreprise, changer de cap, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il y a des exemples tels que Pocheco dans le nord de la France, qui à la fois, et on en parlait au début de cette session, qui à la fois pendant pas mal d'années ont réussi à survivre malgré une situation compliquée. Une entreprise monoproduit qui produit des enveloppes, dans un secteur en déclin, on l'imagine, avec une forte compétition, mais qui arrive à se réinventer pendant plusieurs années, et on l'a vu d'ailleurs dans le film Demain, de façon à permettre à recréer une dynamique autour de l'économie, c'est-à-dire trouver des solutions qui sont à la fois une opportunité économique parce qu'il y a un enjeu environnemental qui permet de résoudre différentes problématiques au niveau technique dans l'entreprise, etc. Et donc cet exemple-là est intéressant parce qu'ils ont pu prolonger la durée de vie de l'entreprise, mais on voit depuis peu de temps qu'avec la crise du Covid, ils ont eu de sérieux soucis. De sérieux problèmes. Et ils ont dû aussi licencier des personnes. Oui, mais en même temps, c'est une double leçon. La première, c'est le fait qu'ils ont réussi à tenir beaucoup plus longtemps. Merci. Là où des concurrents, finalement, ont arrêté leurs activités. Et donc, ils étaient quasiment les seuls en Europe à pouvoir continuer
leurs activités dans ce secteur-là. Mais en même temps, voilà, après une crise telle que le Covid, il faut pouvoir se réinventer. Ils sont toujours restés sur cette activité monoproduit, même s'ils ont développé des activités de service avec une quinzaine de personnes. Mais la centaine d'ouvriers chez Pocheco, même s'ils ont participé en intelligence collective au fait de réinventer l'entreprise d'un point de vue écologique, n'a pas pu non plus se reconvertir en une seule fois. Et les 100 personnes ne sont pas devenus des consultants au niveau de la transition. Et donc malheureusement, c'est compliqué à réaliser. Qui connaissait dans la salle Pocheco depuis le film Demain? Ah, chouette, ça vous fait plein de trucs à mettre sur Google ce soir. Et Shifting Economy? Ah, ça c'est plus important, c'est la ville dans laquelle vous vivez. Enfin, ou pour certains d'entre vous. Super. Jacques, quand on préparait cette table ronde, tu nous parlais un peu de ce que les entreprises en Wallonie avaient vécu à travers la fin ou la presque fin de la sidérurgie, ou en tout cas le déclin de la sidérurgie, et que ces transitions-là, en fait, sociales, on en a déjà un petit peu vécu, ou en tout cas elles font partie du passé historique de la Belgique et de la Wallonie. Et prenant ces exemples-là, ou prenant un petit peu les réflexions qu'on peut avoir par rapport à ce passé historique, comment tu penses que l'entreprise devrait changer, ou comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là, à ce qu'on a vu sur l'écran derrière nous, ou comment est-ce qu'on pourrait apporter des réponses collectives? Oui, plusieurs choses. Évidemment qu'on va vivre vers des changements majeurs. Et donc, aujourd'hui, on pense que le changement, ou plutôt on vit le changement par le haut. C'est-à-dire, tout à coup, on a une annonce et puis on dit « Ah ben oui, on doit fermer parce que les circonstances économiques, etc. » Parce que le marché. Parce que le marché. Et donc, cette loi du marché est vraiment délétère. Et c'est un ancien patron qui le dit, donc c'est assez surprenant. Ce qui me semble le plus important, c'est que justement, au sein des entreprises, comme on s'y retrouve tous les jours, on puisse comprendre le monde dans lequel on vit. Ça me semble le point le plus important. C'est que donc il y ait un flux d'informations au sein de l'entreprise qui permettent aux gens, depuis les commerciaux jusqu'à ceux qui sont sur le terrain en train de produire, de comprendre dans quelle situation ils se trouvent et qu'ils aient au minimum le sentiment d'avoir l'information et de comprendre ce qu'ils font. Donc une transparence très forte en fait. Une transparence beaucoup plus forte parce que évidemment toutes nos organisations ont été faites de telle manière à ce qu'on dépense le minimum à transmettre. Et donc le minimum c'est de dire tu fais ça. Et il n'y a pas d'information accompagnée. Or, aujourd'hui, on a besoin d'une information beaucoup plus importante parce que sinon, la complexité fera que les gens ne vont plus comprendre, ils ne comprennent déjà plus ce qu'ils font. Et donc, si on n'a pas une organisation avec un flux d'informations au sein de l'entreprise qui est suffisant, on va simplement se déconnecter. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'arriver à ce que les gens dans l'entreprise non seulement comprennent, mais puissent anticiper, parce que le changement, si on le comprend et qu'on peut l'anticiper soi-même en se disant « Oh là, on est en train de faire ça, et alors qu'on me dit qu'il y a fait ça. » Donc si moi je comprends, je dois dire « Ah ben alors moi je dois proposer un changement. » Et donc je peux agir sur la vie de l'entreprise, ce qui est exactement l'inverse de ce qui s'est passé dans le film. Et ça, c'est un changement majeur dans les cultures d'entreprise. C'est pour ça que bon, moi j'ai un peu milité pour ça. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait chez Cosucra? Ouais, bon, c'est connu en France comme étant un peu ce qu'on appelle l'entreprise libérée. C'est pas, et je trouve le mot extrêmement mal choisi. Tout au plus, on peut avoir une entreprise libérante, mais l'entreprise libérée, j'ai jamais très bien compris. Pour moi, c'est de l'avancement. Donc, d'abord, si l'organisation est une organisation humaine avant d'être une organisation pour gagner de l'argent, il faut travailler sur l'organisation humaine. Et le principe de ça, c'est que chaque personne a envie de se sentir dans un groupe social. Ça, c'est un des besoins incontournables. 2, il faut qu'ils se sentent progresser, qu'ils puissent
se sentir soit formé, soit avoir envie et se dire qu'il peut avancer. Tout le sport n'est que ça, c'est de vouloir se dépasser et d'améliorer ses performances personnelles. Et en même temps, il faut arriver à ce que ça concourt à la fois à l'intérêt de l'entreprise et à l'intérêt personnel. Et ces choses-là, c'est quelque chose qui change en fait la culture de l'entreprise, mais qui met énormément de temps à se faire. Et donc voilà, donc c'est dans cet esprit-là, et je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas au niveau employé, la Covid a fait que énormément de gens se sont posés des questions sur le sens de leur boulot, et de se dire, mais est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire? Et s'ils ne se retrouvent pas dans une entreprise dans laquelle ils se disent, bah, il y a du sens à ce que je fais, ben, ils ont quitté. Et donc ça, je pense que les patrons d'entreprise se rendent bien compte que maintenant on dit, ah oui, il faut rendre les entreprises attractives, mais elles doivent être attractives non pas simplement avec ce qu'on leur donne d'extra-légal, mais quel sens on donne au travail qu'on fait et qu'est-ce que la personne qui sera employée peut agir dans le sens de cette entreprise. C'est des sujets dont vous discutez chez 2030 avec votre collectif de 60 CEO d'entreprises wallonnes? Oui, c'est un des sujets, mais c'est un sujet important. Et comme tout changement culturel, aussi pour les patrons, c'est extrêmement difficile de changer un peu de façon de réfléchir et de voir finalement son entreprise autrement que par les chiffres, mais de se dire, mince alors, moi j'ai un groupe humain ici que je dois c'est une cohésion sociale à créer. Mener en avant. Ouais. Super. Lydie, moi j'avais la question suivante que je voulais te poser, c'était dans le dialogue entreprise-employé, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'il faudrait faire pour préparer ces questions-là? Comment est-ce qu'on arrive à protéger l'emploi des perturbations qu'on va vivre dans les 30 prochaines années? Ou si tu as des exemples, par exemple. Dans les entreprises, en fait, on a fait une enquête il y a quelques années auprès des représentants des travailleurs. Et donc, il y a quand même une grosse partie des représentants des travailleurs qui sont sensibles aux questions d'environnement. Et donc, ce que nous, on les pousse à faire, c'est déjà à demander l'information, que ce soit au niveau du conseil d'entreprise, du CPPT, de la délégation syndicale, sur les efforts que l'entreprise fait, les pollutions que l'induit, les permis d'environnement, les aides qu'elle reçoit, etc. D'avoir le maximum d'informations et par là essayer de pousser des projets. Oui, effectivement, la transparence. Et de là de pousser des projets qui peuvent être à la fois profitables pour l'entreprise et pour les travailleurs. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que malgré tout, les représentants des travailleurs, ce n'est pas eux qui décident dans l'entreprise. Donc, malgré tout, leur rôle est relativement limité. Ce n'est pas eux qui vont changer la stratégie industrielle. Ce n'est pas eux qui vont décider du changement des procédés de production. Mais ils peuvent néanmoins, maintenant, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, pousser pour faire évoluer peut-être la sensibilité au niveau de l'entreprise et aussi vis-à-vis de leurs collègues, donc du personnel, puisqu'il faut effectivement toujours que les représentants des travailleurs fassent le lien entre leur travail syndical et le personnel qu'ils représentent. Par ailleurs, il y a aussi certainement des progrès à faire, une adaptation à faire au niveau de la législation sur la concertation sociale. Parce que par exemple, avec le développement de l'économie circulaire ou des symbioses industrielles, on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place, par exemple, sur des zones d'activité économique. Or, la concertation sociale, elle est limitée à l'entreprise même. Et donc, il serait vraiment intéressant, et ça, on essaye de faire passer ce message depuis longtemps, qu'on puisse élargir la concertation sociale au niveau des zones d'activité économique ou même au niveau des filières de production pour que les représentants des travailleurs puissent avoir une vue d'ensemble
Et par exemple, au niveau des accords de branche, on souhaiterait aussi, par exemple, pouvoir être intégré pour peut-être enfin, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Petite définition des accords de branche. Donc, c'est des accords qui sont conclus entre les fédérations et la région wallonne par rapport à des objectifs visant l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Donc là, on va arriver bientôt à la 3e génération des accords de branche qui est actuellement en négociation. Et donc, par exemple, l'emploi pourrait être aussi un critère qui pourrait être associé à l'accord général sur les accords de branche. Et de la même façon, la tendance, c'est qu'on prenne de plus en plus en considération non seulement l'activité de l'entreprise proprement dite, mais aussi tout son environnement, la mobilité, la sous-traitance. Et donc, il est vraiment justifié qu'il puisse y avoir une évolution de la concertation sociale pour être élargie plus largement que les frontières stricto sensu de l'entreprise. Super, merci. Emmanuel, moi je voulais aussi te poser la question, puisque tu as eu aussi de nombreuses fonctions dans l'économie sociale et solidaire avant de faire tout ce que tu fais. Quels sont selon toi des modèles de gouvernance qui pourraient marcher pour mettre l'emploi au cœur? Est-ce que tu as des exemples qui redonnent un peu du sens? Je trouve que ce qui est assez inspirant, c'est ce qui se passe dans le monde des communs. Et avec des définitions. Alors, l'économie des communs, c'est une économie finalement où on va partager des ressources et où le modèle de gouvernance est extrêmement important parce que c'est ce qui va faire la différence pour pouvoir gérer ces ressources avec un collectif de citoyens qui décident de partager, de préserver, de protéger ces ressources pour pouvoir les transmettre par la suite. Il peut s'agir de ressources matérielles ou immatérielles. Et donc dans ce cadre-là, il y a différentes initiatives intéressantes à voir en Belgique. À Gand, vous avez plus de 500 communs qui vous permettent de vivre les différentes fonctions vitales, donc s'éduquer, se déplacer, s'alimenter, se loger, etc., de façon alternative. Et donc c'est chaque fois des autogestions par des citoyens qui essaie d'appliquer plus ou moins les accords et les principes d'Elinor Ostrom, qui a défini une dizaine de principes pour pouvoir bien gérer justement ces différentes ressources. Et je trouve qu'il y a un exemple assez intéressant dans le monde productif, c'est celui de Microfactory. C'est en fait un coworking de makers qui existe ici à Bruxelles, qui réunit 500 personnes. Donc vous avez 500 personnes qui ont décidé de mutualiser des actifs, des équipements, différentes machines qui valent assez cher, et également la production par rapport à toutes les commandes qu'ils reçoivent. Sur les 500, vous en avez 200 qui ont une activité réellement productive, donc c'est de l'artisanat collectif collaboratif, et qui en vivent en partie ou totalement. Et donc c'est intéressant de voir que ce genre de collectif existe depuis une dizaine d'années, et permet de travailler, de vivre autrement, à la fois en repensant son métier, mais aussi en repensant aussi la façon et le lien avec les ressources pour essayer de minimiser l'impact, d'éco-designer les produits, etc. Donc pour moi, ça c'est un exemple assez intéressant et où il y a de l'intelligence collective. Alors c'est peut-être pas une entreprise libérée en tant que telle, mais en tout cas ils essaient de mettre en place les différentes méthodes de consentement, qui d'ailleurs, j'avais l'occasion de l'utiliser au Parlement de Wallonie, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est arrivé à un vote à l'unanimité du Parlement avec donc, tous les partis qui ont suivi cette proposition, cette résolution, parce qu'on avait utilisé cette méthode de consentement durant toutes les négociations, les discussions avec les différents partis politiques. Super, merci. Il nous reste 20 minutes. Et puis vous êtes silencieux là dans la salle depuis 40 minutes. Et donc du coup, on voulait vous donner l'opportunité de poser des questions. Alors je vous propose qu'on prenne 2 questions. Et si jamais vous pouvez nous dire à qui ces questions-là s'adressent, c'est bien. Si elles s'adressent aux 3 panélistes, pourquoi pas. Mais donc on prend 2 questions, on y répond. Et puis on verra où est-ce qu'on en est. Et puis dans 15 minutes, on essaie de clôturer. Bah ouais, on est tous fatigués, hein.
Allez, petite question. Bonjour. Je me demandais, dans l'explication donc, sur l'économie des communs, j'ai l'impression qu'on peut considérer beaucoup de choses comme pouvant intégrer l'économie des communs, si ce n'est peut-être du coup, les activités plus tertiaires. Donc voilà, j'aurais voulu creuser un peu cet aspect-là pour comprendre de quelle manière ça peut prendre de l'ampleur et voilà, en savoir plus par rapport à ça. Est-ce qu'on prendrait une deuxième question? Bon, on va la laisser réfléchir. Ah, deuxième question. Mais d'abord, merci pour cet événement. Nous, on vient de Namur, donc chouette. vous avez su faire Shifting. bouger d'autres personnes de Belgique. Moi, ma question, elle est plus liée au rôle que l'État peut jouer et au rôle de facilitation. Dans le film, on a vu que je ne sais plus comment il l'appelait, il avait un rôle de facilitation, le conseiller social, voilà, de pouvoir écouter en fait, et de mettre la parole au centre. Et moi, j'ai le sentiment que c'est ça le rôle que doit jouer l'État aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué, enfin voilà, qu'il y a des intérêts qui bloquent l'État de pouvoir jouer pleinement ce rôle. Alors comment est-ce qu'on peut redonner à l'État ce rôle de facilitateur entre les citoyens, les industries, Question pour tout le monde? Ouais, un peu pour Allez. tout le monde. Du coup, Emmanuel, tu veux répondre d'abord sur la question des communs, et puis après, on prend la question du rôle de l'État? Oui. Et par rapport donc, au secteur tertiaire, vous avez des coopératives telles que Smart, qui réunit plus de 30 000 personnes et qui permet justement de mutualiser toute une série de ressources pour permettre à ces différents travailleurs, et avec des profils extrêmement différents, artistiques, mais également des consultants, des formateurs, etc., de mutualiser toute une série de ressources et de services entre eux, et même aussi de pouvoir finalement dépasser le fait d'avoir un service de facturation, un service administratif, et leur permettre aussi d'avoir des services qui vont penser, qui vont réfléchir à ce qu'est aujourd'hui l'emploi ou comment l'emploi peut évoluer. Et donc par exemple aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un contrat CDI. Si vous avez une succession de petits contrats qui se font via Smart, bien vous pouvez accéder à un CDI qui va être garanti par Smart. Et donc qui vous donne le droit, notamment qui ouvre le droit plus facilement au chômage, etc. Et donc voilà, je pense que ça c'est un autre exemple intéressant. J'avais aussi envie de citer, vu la situation actuelle au niveau énergétique, un autre exemple parmi les communs. Ça s'appelle Dégage, donc c'est un collectif à Gand qui existe depuis 20 ans, qui réunit plus de 3700 citoyens, qui mutualise près de 300 véhicules. Alors il peut s'agir de véhicules thermiques, électriques, hybrides, mais également de cargo-bikes, etc. Et ce qui est assez particulier, c'est que dans pas mal d'exemples des communs, on a à la fois un impact sur la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire que avec cet exemple-ci, en fait, ils arrivent à réduire le budget des ménages au niveau mobilité, de près de 80%. Et ça, c'était avant même la crise énergétique. Tout en permettant aux personnes de disposer du véhicule ou du moyen de mobilité dont ils doivent bénéficier au moment où ils en ont besoin. Et donc, voilà, je pense que parmi les communs, il y a des expérimentations intéressantes à suivre. Et d'ailleurs, je pense aussi que les communs, c'est finalement une des fameuses pistes d'espoir par rapport à la transition, de se dire que les citoyens arrivent aussi à s'engager pour pouvoir développer des solutions par eux-mêmes, en plus des entreprises et de ce que l'État peut apporter. Mais je pense que les citoyens ont aussi une bonne partie des réponses dans leurs mains. Donc 3700 personnes qui possèdent 300 véhicules, ça améliore grandement le taux d'occupation moyen de 1,1 en région de Bruxelles. Sur la question du rôle de l'État, ce qui l'empêche de jouer pleinement son rôle, est-ce que Jacques ou Lydie, vous vouliez commencer à réagir? Oui, c'est une bonne question. Déjà, je pense que le système est très différent en France et en Belgique par rapport à la concertation sociale. Je pense que l'État a un rôle beaucoup plus important en France, sans que je peux me tromper parce que je ne connais pas les détails, mais au niveau des décisions sur les accords entre les entreprises et les travailleurs, l'État a un rôle beaucoup plus important qu'en Belgique, où la concertation sociale prédomine beaucoup plus. Donc voilà, je pense que l'État, je ne vais rien dire de tellement extraordinaire parce que je n'ai pas réfléchi à la question, a surtout un rôle
cadre, disons fixer un cadre réglementaire, un cadre fiscal, et que déjà, voilà, le cadre est très important, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, pour orienter aussi les investissements, pour orienter voilà, la manière dont les choses se passent. Et là, il y a pas mal de choses à faire déjà par rapport à ça. Je vais fixer un exemple, c'est vraiment tout ce qui est investissement dans les infrastructures comme les transports. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être fondamental. C'est un petit peu comme le système sanguin du pays, et donc si on pouvait développer vraiment, par exemple, je ne comprends pas comment l'État ne développe pas, peut-être c'est hors sujet, mais le réseau ferroviaire, alors que tout le monde sait que le train, c'est vraiment le moyen de transport du futur qui est bas carbone et qui permet d'aller très vite. Et Lydie, tu parlais dans la transition juste et sa définition qu'il y avait cette notion d'allouer des fonds pour la reconversion. Ça, c'est un modèle qui n'existe pas encore, que l'État n'a pas mis en marche. Alors moi, c'est peut-être possible, oui, au niveau par exemple du Forum, il y a pas mal de formations qui sont organisées pour les métiers de l'environnement. Il existe aussi ce qu'on appelle les cellules de reconversion en Belgique. C'est un système assez innovant qui est une bonne pratique reconnue au niveau européen. Donc c'est un peu comme l'outplacement, sauf que c'est pas fait par les sociétés privées quand les gens perdent leur emploi. C'est organisé entre le Forum et les organisations syndicales. Et ça donne vraiment... Donc le but, c'est pas vraiment d'obliger les gens à rédiger leur CV et à répondre à des offres d'emploi tous azimuts. C'est vraiment... L'objectif, c'est de les aider à construire un projet professionnel qui ait du sens. Et donc, beaucoup de personnes retrouvent un emploi, je sais pas, je pense que c'est de l'ordre de 60-70%. Après ce passage dans les cellules de reconversion, c'est ce qui a un score beaucoup plus important que via l'outplacement traditionnel. Il est 18, il nous reste 12 minutes et je me sentirais vraiment mal si on prenait que 2 questions du public. Donc peut-être on prend une 3e question du public et on fait un dernier tour de réaction de la part de nos panélistes. Ah, question de la part du... Ah, où? Non, c'est parti. Oui, vous m'entendez. Je voudrais savoir si vous connaissez le livre écrit par un mathématicien et un expert comptable français, La révolution comptable. Moi, je recherche l'accélération de la transition. Et pour moi, c'est la comptabilité qui va faire bouger les choses. Donc, quelles sont vos connaissances là-dedans? Est-ce que vous savez comment faire en sorte que la comptabilité ne soit plus archaïque? Alors, une réaction de la part d'Emmanuel, et puis après on fait un tour de clôture. Vous parlez bien du livre de Jacques Richer, professeur à l'université Paris-Dauphine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jacques Richer a sorti son livre et aussi toute son approche de la triple comptabilité, donc qui vise, pour faire simple, si vous voulez, aujourd'hui une comptabilité classique, c'est simplement la partie financière, c'est de rajouter en fait un bilan et un compte de résultats qui prennent en compte les éléments liés au capital humain, si je puis l'appeler comme ça, et également au capital des ressources naturelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il a sorti ce concept, tout le monde le prenait pour un utopiste, alors qu'en fait aujourd'hui, on se rend compte que en raison de la raréfaction des différentes ressources et aussi de l'augmentation du coût de la tonne du carbone et d'autres paramètres encore, qu'en fait aujourd'hui cette réalité devient de plus en plus prégnante dans la comptabilité réelle, tout simplement parce que le coût des différents actifs et des différentes ressources est en train d'augmenter. Et donc là où il y avait avant une séparation dans son modèle, on se rend compte que ça a un impact de plus en plus important sur le plan financier.
Alors après, la triple comptabilité, aujourd'hui, elle n'est pas pratiquée par beaucoup d'entreprises. Moi, j'en connais une en Belgique qui le fait, mais de façon volontaire, donc ce n'est pas du tout imposé. Et je pense qu'à un moment donné, on devrait arriver à cette réalité de réintégrer les externalités et de veiller à ce que le coût réel des externalités soit enfin pris en compte, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Et c'est peut-être aussi un des enjeux qui est en train de se débattre des deux côtés de l'Atlantique au niveau des normes ESG. Vous avez donc du côté plutôt anglo-saxon le principe d'appliquer, je dirais plutôt d'identifier les risques pour l'entreprise par rapport aux événements, au changement climatique. Donc comment l'entreprise va être impactée dans ses chaînes de valeur par rapport à tous ces changements, et donc de voir comment on va assurer ces risques, les minimiser, les mitiger, etc. Là où l'Europe continentale essaye plutôt d'amener une logique de double matérialité, à la fois prendre en compte les risques externes, mais surtout identifier comment les entreprises créent et amplifient finalement les différents changements climatiques et également les impacts sur les différentes ressources. Il nous reste 9 minutes. Oui, bonsoir, merci. J'ai aussi une question pour Jacques, mais pas Jacques Richer. Comment est-ce que aujourd'hui on peut changer la mentalité d'un actionnaire? J'imagine que beaucoup des past CEO sont encore aujourd'hui actionnaires, et changer leur vision des choses sur la vision d'une entreprise. Aujourd'hui, un actionnaire ou un CEO, il définit une entreprise. Entreprise est égale maximisation des profits pour les actionnaires. C'est quoi les solutions pour leur faire changer cette mentalité? Le fond de ma pensée, il est du fait que la pierre de l'édifice de notre société, elle part toujours du monde financier. Et si on peut changer leur vision des choses et de leur faire comprendre qu'ils ont leur responsabilité qui est également sociale et environnementale, dans ce cas-là, on peut vraiment avancer beaucoup plus vite. Et le monsieur qui te pose la question travaille dans le monde de la finance, c'est de se casser la tête à essayer de la changer. Donc, Bon courage. C'est pas gagné. Oui, en fait, je suis assez pessimiste sur les grandes entreprises et sur leur capacité à changer. Ne fût-ce que par le côté légal de la société, qui est une entreprise n'existe pas au niveau légal. Il n'y a que la société des actionnaires qui existe. Donc déjà, ce bout-là serait terrible à changer. Et d'ailleurs, il y a un lien probablement à faire avec tout ce qu'on a discuté, qui est un modèle de travail qui est prôné par Isabelle Ferreras, qui est de dire il y a les apporteurs en capitaux, mais il y a aussi les apporteurs en travail. Et donc il faudrait que dans les entreprises, il y ait ce qu'elle appelle le bicamérisme, c'est-à-dire pas exactement ce qui se passe en Allemagne, mais quand même une décision et un pouvoir de décision de la part des travailleurs qui viennent et qui sont tout aussi importants que les apporteurs de capitaux dans les décisions prises par l'entreprise. Et ça, c'est un mouvement qui pourrait naître et qui serait fondamentalement quelque chose de très important dans le changement du comportement des entreprises. Malheureusement, en Belgique, ça n'a pas été vraiment le cas parce que depuis la guerre, finalement, les syndicats se sont dit, nous, on va plutôt prendre la défense des travailleurs et du pouvoir d'achat, mais on ne va pas se mêler des décisions que prenne l'entreprise. Et donc, déjà là, il y a un rattrapage peut-être à faire des 70 dernières années à aussi se dire que finalement, le syndicat devrait aussi se mobiliser pour prôner un nouveau changement. Plus particulièrement, je trouve que la solution se trouve beaucoup plus dans toutes les petites entreprises, et notamment les entreprises à impact qui se créent. Et si j'étais, par exemple, ministre, président de la région Wallonne, au lieu de donner des subsides aux entreprises parce qu'elles investissent, je donnerais à tous ceux qui veulent créer une entreprise, je leur donnerais 10 000 € sans contrôle, en se disant, s'il y a des gens qui ont des projets, ils déposent un projet, peu importe ce qu'ils font, mais au moins ils vont se rendre compte qu'ils peuvent réaliser leur projet, il y en a peut-être 95% qui vont rater,
mais c'est les 5% qui vont réussir qui feront l'avenir. Et il faut toujours démarrer petit. Et pour ça que je ne crois pas que les politiciens ont un quelconque rôle à jouer dans la transition, parce qu'ils ne vont faire que suivre ce que leurs électeurs disent. Et donc si les électeurs ne changent pas, et s'il n'y a pas de nouveaux mouvements au sein des entreprises, ils ne vont pas beaucoup changer leur façon d'agir. C'est trop tentant de clôturer là-dessus parce que c'est le but des shifters de sensibiliser les électeurs à essayer de faire changer la société. Mais je voulais quand même permettre à Lydie peut-être de dire quelques derniers mots pour clôturer et après on va s'arrêter là. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que Jacques vient de dire. C'est vrai qu'au sortir de la guerre, il y a eu un contrat social qui a été mis en place, basé sur le partage des fruits de la croissance entre le capital et le travail, pour résumer. Et on voit que toute l'organisation, tout le système est conçu autour de ça, la sécurité sociale, l'indexation, etc. Donc tout est construit autour de ça. Or ce système qui avait toute sa pertinence au sortir de la guerre, puisqu'on est dans une période de reconstruction, aujourd'hui il est confronté à des difficultés parce que les risques sociaux et les enjeux ont changé. Donc est-ce qu'on continuer à partager les fruits de la croissance, c'est baser quand même l'économie sur la croissance indéfinie, et on voit aujourd'hui où sont les limites. Donc je voudrais juste dire qu'il y a des réflexions qui sont en cours autour de ça, mais voilà, il s'agit vraiment de repenser le modèle en profondeur pour pouvoir avancer par rapport à la transition. Vaste tâche. Merci à tous les trois de vos éclairages, de vos exemples, de votre temps ce soir et puis de votre temps pour la préparation. On avait prévu de vous offrir, et je vais me lever, hop, un livre que peut-être vous avez déjà, puisque c'est un livre que nous, on a à l'appel chez les shifters. C'est le plan de transformation de l'économie française. Si vous l'avez déjà, offrez-le, n'hésitez pas. Et je voulais vous remercier d'être venus aussi ce soir écouter ce ciné table ronde. C'était vraiment chouette de faire ça et de faire société avec vous sur ces enjeux citoyens qui sont importants. L'association des shifters continue de se mobiliser et continuera de se mobiliser. Il se passe plein de trucs pour nous ces derniers mois et ça explose. Donc venez nous aider à faire exploser l'association. Et puis venez demain. Demain, on passe le film Goliath. Tu veux l'introduire peut-être, Cécile, ou tu l'as déjà introduit Et ben voilà, tu peux clôturer l'introduction. Oui, merci. Oui, merci déjà à tous pour votre présence et pour être restés lors de cette séance. Le festival continue effectivement demain avec Goliath, où on interrogera la question de l'engagement citoyen, des leviers juridiques et de la place des lobbies aussi dans notre société. Donc voilà, c'est aussi des questions passionnantes et très intéressantes. On vous invite évidemment à venir à cette séance-là. Si vous voulez en savoir davantage sur les shifters, quand vous sortirez de la salle sur votre gauche, on a un stand d'information pour en savoir plus sur toutes les nombreuses activités effectivement de l'association. Donc n'hésitez pas, on est plein de shifters ce soir, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, à discuter avec nous. Merci beaucoup. 18h30, ça vous donnera une bonne raison pour partir du travail. C'était vraiment chouette. Merci Lydie, merci Emmanuel.